Confiance en soi, 2 points. Conscience que l'on a de sa propre valeur dans laquelle on puise une certaine assurance selon le Larousse. Alors faut-il forcément avoir confiance en soi pour réussir une carrière médiatique ? La notoriété vient-elle guérir les doutes ou au contraire, réveille-t-elle les insécurités de l'enfance ? Bienvenue dans Les Déclics, le nouveau podcast de Télé Loisirs qui interroge nos invités sur cette petite voix bien cachée qui reprend du service une fois les caméras éteintes. Pour ce premier épisode du Déclic, nous recevons une actrice aux multiples facettes, aux multiples talents. Elle a incarné Samia Nasri pendant plus de 15 ans dans Plus belle la vie. Elle est depuis commandante Jeanne Lorieux dans Section de recherche. Elle a écrit son propre One Woman Show. Elle vient de dévoiler son nouveau clip. Il s'agit de la très surprenante et talentueuse Fabienne Cara. Bonjour Fabienne Cara. Bienvenue dans le Déclic. Je suis ravie de te recevoir pour ce premier épisode. Alors déjà, comment vas-tu ? Bonjour Cécile, merci de m'accueillir. Je suis très honorée en plus de faire le premier. Je vais très bien. Ça va, le soleil est au rendez-vous également, la vie est bien chargée, tout va bien. Alors, je me demandais, curieusement, comment tu te sentais vis-à-vis de l'exercice du podcast, toi qui as l'habitude d'avoir les caméras sur toi, là c'est seulement la voix, uniquement la voix, les auditeurs sont dans un cocon avec nous. Comment tu te sens par rapport à cette intimité du podcast ? C'est vrai qu'on est à l'aise quand on n'est pas filmé. Alors, la caméra nous manque parce qu'on est habitué de façon narcissique à être filmé, mais à la fois, on ne doit pas faire attention à l'image en même temps, donc c'est chouette. Alors, les femmes de Section de recherche ne t'ont pas vu à l'écran depuis le mois de février, je crois. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie depuis ces derniers mois ? Qu'est-ce qui rythme ta vie, Fabienne ? On est reparti tourner avec Section de recherche à la Martinique cette fois. L'épisode, la soirée, c'est un film en fait, est prêt, parce que ce sont à chaque fois des soirées spéciales, donc un film en entier. Il est prêt, il est génial. Tout le monde est ravi. Il va être diffusé prochainement, je pense. Donc, il s'est passé ça en janvier-février de cette année. J'ai rejoué mon deuxième One Woman Show à Marseille pour un festival. Je vais le rejouer encore en fin d'année. Je le joue très très peu parce que c'est des parties de moi très intimes et j'ai pas envie d'en parler souvent. Donc, je vais le jouer uniquement 2 fois encore. Une fois à La Rochelle, fin octobre, et une fois au Mans, en novembre. Et ça sera terminé. Ça s'appelle Né de père trop connu. Il se passe que je vais sortir un EP de 6 titres qui est déjà prêt. Je pense qu'on en a fait 5, mais qu'on a sorti vraiment très étalé dans le temps. Donc là, il y en a 6 qui vont sortir d'un coup. D'accord. Il se passe que j'élève ma fille qui a 2 ans et demi, donc c'est chronophage. Et puis la vie, l'administratif, la famille, comme tout le monde, je pense. Alors justement, tu parles de ta fille. Tu m'énumères toutes les choses que tu fais en ce moment avec une petite Céleste de 2 ans et demi. Tu es radieuse, tu as l'air très en forme. Mais comment tu fais, Fabienne ? Ah, c'est gentil. C'est gentil. Bah, je sais pas, en fait, c'est le maquillage peut-être. Non, bah, j'ai une énergie intérieure qui est assez effervescente. Ma fille en a hérité. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui lui en ont donné aussi parce qu'elle est encore plus énergique que moi. Non, bah, je pense que j'aime la vie tout simplement. Je suis reconnaissante et pleine de gratitude. Fabienne, en préparant le podcast, j'ai découvert que tes premières années de vie étaient quand même assez loin de ce qu'est ta vie aujourd'hui. Il y a eu vraiment du changement. Tu as grandi donc avec une mère institutrice, tu as fait une école d'hôtellerie à Biarritz où tu dis que tu as été construite un peu dans l'obéissance, un peu comme à l'armée. Et aujourd'hui, on te retrouve à 44 ans, tu es actrice, tu es chanteuse, tu es maman solo d'une petite fille de 2 ans et demi. Quel regard tu portes sur ce chemin, sur ce destin qui finalement t'a déjoué un peu les pronostics ? C'est vrai que quand je suis retournée à l'école de ma maman il y a quelques années voir les élèves, j'avais cette espèce de mission de leur montrer que quel que soit le milieu dont on vient, on peut changer son destin ou suivre son destin tel qu'il est et tel qu'on le ressent. Parce que je pense que tout vient de l'intérieur et il faut s'écouter. Donc c'est vrai que l'hôtellerie, c'est à la fois quelque chose qui est proche du spectacle parce que quand on rentre dans un service, on rentre dans un show, dans un don de soi, et à la fois c'est complètement l'inverse parce que on est au service de l'autre, alors que quand on est comédien, on a des gens qui nous aident parce qu'on est tellement pris par le texte, par la concentration que les gens sont plutôt à notre service, à l'inverse. Donc c'est quelque chose, oui, de très différent et de très similaire à la fois. C'est quelque chose qui m'a marquée, qui m'a ancrée, qui m'a construite, dont j'ai essayé de me débarrasser de pas mal de choses parce qu'il y avait pas mal de carcans dans lesquels j'ai été. Et à la fois, je pense que je suis quelqu'un de très sérieux et de par le fait que ma maman soit institutrice aussi, on avait cette espèce de mission, d'obéissance, de rigueur, d'exemple.
Et donc il faut s'en débarrasser et à la fois on est construit comme ça, donc après on est comme on est, hein, avec nos faiblesses et nos forces. Tu sembles quand même être un peu, moi j'ai le sentiment que tu es un peu électron libre, que tu es un peu seul dans ta barque, tu avances un peu selon tes ressentis. Est-ce que ça a été dur parfois d'assumer ces choix auprès de tes proches? Est-ce que ta famille a compris et a accepté ces choix-là justement? Alors, tu as totalement raison, je suis complètement en électron libre parce que j'écoute mon cœur, j'écoute mes vibrations, je fais confiance à la vie, au destin. J'ai eu beaucoup de coups durs dans ma vie, j'en ai toujours, mais j'en ai eu beaucoup et je me suis toujours dit, c'est un cadeau. Voilà, on me teste, on me donne des épreuves parce que j'ai été choisie pour peut-être grandir, avancer. Et donc, les épreuves, il faut les vivre, il faut les affronter, j'ai envie de dire, même si ce mot était un peu fort. Et donc, j'ai un regard... C'est vrai qu'au début, mes parents... c'est surtout qu'ils avaient peur. Mes parents, ma grand-mère, ils avaient très peur de... Et puis, c'est quelque chose... le métier de comédien, Paris, c'est loin, c'est une ville qu'on connaît pas. Moi, je viens du Sud-Ouest, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, voilà, bien sûr qu'on m'a ramené à la vie. Notre professeur, il nous disait, vous êtes 1 sur 1000 à vivre de ce métier. Quand je suis arrivée à Paris, à l'école de théâtre, j'avais une cousine de mon père qui était gérante d'une agence de mannequins qui m'a dit, mais ma pauvre fille, tu rêves, c'est impossible, etc. Donc, forcément, que l'on est ramené à la réalité. Et ils avaient raison. Après, j'ai travaillé, j'ai tenté des choses, et puis voilà, il y a des choses qui ont fonctionné. Et après, rien n'est jamais acquis, donc on continue toujours à croire en ses rêves, à essayer de se battre, mais d'une façon plus sereine. Maintenant, je suis sereine aujourd'hui. Tu dis que ça faisait partie de ton ADN, que tu savais de toute façon, que tu montrais sur les planches, que tu serais derrière une caméra. Oui. Est-ce que tu t'étais convaincue de ça, ou est-ce qu'au fond de toi, vraiment, tu savais que c'était fait pour ça, quoi? Je m'en suis pas convaincue. La seule chose que je me suis dite, c'est à 20 ans, j'avais pas envie d'arriver à 40 ans, de me retourner, de me dire « Ah, je me suis pas battue pour vivre mes rêves, pour être ce que je suis. » Parce qu'en fait, comédienne, je le suis intrinsèquement. C'est viscéral, c'est moi, c'est un métier qui me correspond, qui masque mes différences, qui fait que ça me convient bien. Et il paraît, je sais pas si on croit aux vies antérieures, mais en tout cas, il paraît que dans toutes mes vies d'avant, j'ai toujours été une artiste, très souvent comédienne. Et c'est vraiment ce que je suis. Après, j'ai les pieds sur terre, je suis quelqu'un de très dans la vie, mais ça me correspond vraiment. J'ai toujours pensé avec évidence, j'ai pas eu besoin de m'en convaincre, que je suis une fille des planches. Dès l'âge j'avais même pas 3 ans, que je m'étais dit, première année d'école, premier spectacle, je m'étais dit voilà ce que je vivrais plus tard, mais j'aurais moins peur parce que j'aurais plus travaillé. Mais les planches, c'était évident, c'était évident, il y avait pas de question. Donc tu te sens à ta place aujourd'hui, aujourd'hui, plus que tout, plus que jamais. Ah non, mais c'est moi, c'est tout. Ouais, bien sûr. Alors, en 2020, tu as divorcé de ton ex-mari et 2 ans plus tard, tu as quitté Plus belle la vie après 15 ans et demi de bons et loyaux services. Comment tu expliques ce retour à zéro un peu dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose, les lignes ont-elles bougé au point que tu envoies un peu tout valser? Mais c'est pas 2 ans plus tard, c'est la même année. C'est en 2020. Ah d'accord. Il s'est tout passé en 2020 pour mes 40 ans. Je me suis rendu compte après. C'était pas la crise de la quarantaine. Non, c'était en novembre 2020 que je suis partie de Plus belle la vie puisque je suis tombée enceinte début 2021. Et c'était 4 mois après que j'ai quitté Plus belle la vie. Oui, donc non, Céleste est bien née en 2021. Alors, là où tu ne te trompes pas totalement, c'est que l'on m'a rappelé pour le final de Plus belle la vie. Donc j'y suis revenue quelques semaines pour tourner les visions de Bauer. Ça a mis un petit peu en fantôme. Donc j'y suis revenue faire un petit clin d'œil, mais j'étais déjà bien partie dans ma tête et dans tout. Donc voilà, donc c'était tout en 2020. Et c'était quoi la question? Alors ce déclic et les 40 ans, est-ce que c'est les 40 ans qui t'ont fait prendre ces décisions-là? C'est quand même un gros reset que t'as fait. Alors ça doit être inconscient parce qu'il n'y a pas eu... Enfin, je sais pas les autres, s'ils font une crise de la quarantaine, s'ils ont une conscience. En tout cas, moi, Plus belle la vie, ça a été un long chemin. C'est-à-dire que ça faisait 15 ans et demi que j'y étais, donc 15 ans et demi, c'est long. Il y a eu un événement qui a été la goutte d'eau pour moi et en fait moi j'écoute mon corps tout bêtement, c'est pas plus compliqué que ça. Des fois ma tête réfléchit, mais quand mon corps me parle, je sais qu'il a raison et c'est pour tout le monde pareil, attention, c'est pas que pour moi, mais là dans mon corps c'était tellement fort. On m'a offert des prises de conscience, on m'a offert des occasions de revenir, des occasions de réfléchir, oui,
on a essayé de me faire prendre conscience des choses, mais je ne pensais pas que je pensais pas que c'était un caprice. 15 ans et demi, je vais vraiment... J'ai beaucoup reçu. J'ai une expérience de dingue. Sur les tournages, je connais tout par cœur. J'ai voilà, forcément des instincts et des réflexes très forts. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai acquis une expérience et une notoriété magnifique. Donc, je suis pleine de gratitude par rapport à cette série. Mais j'ai quand même donné 15 ans et demi de ma vie. Donc, quand je suis sortie de là à 40 ans, j'avais 25 ans. Ma vie s'était arrêtée à 25 ans, même si c'est pas dans le sens négatif. Attention, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Et j'en étais toujours consciente de cette chance que j'avais d'avoir un scénario entre les mains, d'avoir des équipes qui travaillent avec moi, parce que c'est le rêve de tout artiste, de tout comédien. Donc j'étais très consciente de cette chance. Tu as eu peur de paraître ingrate un peu ? Le public m'en a voulu. Le public m'en a énormément voulu. J'avais beaucoup de messages, beaucoup de gens que je rencontrais dans la rue. Et encore aujourd'hui, là, le chauffeur qui m'a emmené m'a encore dit « Oh là là, Samia était géniale, on adorait ce personnage. Oui. » Je manque, enfin, pas moi, mais Samia manque aux gens. Samia leur manque vraiment. Et tous les jours, même toutes ces années après, on me dit toujours « Oh là là, mais Samia, c'est pas pareil, c'est plus pareil. » En fait, Samia a éclaboussé Plus belle la vie. Voilà. Et même moi, j'aimais ce personnage. Mais par contre, je n'ai jamais regretté mon choix. Et 4 mois après, je suis tombée enceinte. Donc, c'est qu'il devait se passer quelque chose dans cette vie. C'est un cadeau de ressentir des choses très fortes comme ça. Tu parles d'un événement qui a déclenché cette prise de conscience. Est-ce que tu peux nous en parler ? Cette goutte d'eau, comme tu l'appelles, qui a fait déborder le vase ? Le personnage de Samia allait faire un espèce de retour en arrière dans sa vie personnelle. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de me dire, de me retrouver à 50 ans avec toujours la même vie personnelle. J'avais envie d'avancer, d'évoluer. Donc voilà, après, encore une fois, je remercie tous mes partenaires, tous les gens avec qui on tournait. Tout le monde était extraordinaire. Mais non, j'avais envie que tout évolue, ma vie et le personnage, et c'était pas le cas. Donc, enfin, il évoluait, professionnellement, il évoluait. Mais non, j'avais envie d'autre chose. Oui. Alors, j'aimerais te faire écouter un petit extrait qui devrait te rappeler quelque chose. Tu nous expliqueras ensuite dans quel contexte ça s'est passé. C'est pas du tout à cause de vous que je pars, c'est pour moi. Parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de vivre un peu. Voilà. Mais je vous aime vraiment et vous êtes tous très, très, très humains. Voilà, je coupe la séquence est longue. Comme d'habitude, et tu as des mots bouleversants à ton équipe. À ce moment-là, comment tu te sens ? Donc, on est sur le dernier jour de tournage de Plus belle. Tu as dans tes bras tes coéquipiers, tes collaborateurs et tu es en larmes. Quel souvenir tu gardes de ce moment ? Comment tu te sentais à ce moment-là ? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des très beaux départs. J'ai eu 2-3 petits départs. J'ai eu la chance de pouvoir vider ma loge en amont pour me protéger, parce que c'est dur quand même de quitter sa loge. Donc j'ai eu la chance de la vider doucement. J'ai eu la chance, grâce à Céline Coville, l'attachée de presse, d'avoir un reportage carrément. Ils m'ont filmé, ils m'ont pris des photos sur mon départ. J'ai eu ensuite un autre départ en extérieur. J'ai eu un joli départ en intérieur où j'ai eu des cadeaux. J'ai eu ces mots que j'ai pu délivrer, qui ont été en plus enregistrés. J'ai eu beaucoup de chance. Ça a été un départ préparé, joli, doux. Donc ça, c'est chouette. Il n'y a rien de brutal. En plus, c'est ma décision. J'étais sûre de moi. Après, j'étais sûre de moi, mais c'est pas pour ça que je les aimais pas ou j'étais pas reconnaissante. Mais vraiment, c'était tellement fort, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, c'est un cadeau de ressentir ça. J'étais fatiguée, j'ai eu beaucoup d'intrigues, où on vient nous chercher à 5h50 du matin, où on nous ramène à 19h30, où on travaille tout le soir. Moi, je travaillais beaucoup. Tu dormais très peu, tu disais que tu dormais 4 heures par nuit. Voilà, parfois. Je dormais 4 heures par nuit parce que j'étais stressée du réveil, parce que je travaillais tard, etc. Voilà, donc et j'étais heureuse à Marseille, j'étais heureuse dans mon petit appart, etc. Mais à un moment donné, je suis arrivée. Moi, j'ai choisi de vivre à Paris, d'être comédienne à Paris, d'être libre à Paris. Et j'ai jamais eu cette vraie liberté à Paris. Et je l'ai pas trop non plus maintenant parce que je m'occupe de Céleste. Mais c'est quand même Paris mon choix. Et même si je faisais des allers-retours, voilà, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé pendant 15 ans et demi. Bien sûr. Tu as dit, Plus belle la vie, c'est pas moi qui ai pris la décision de partir, c'est mon corps. Tu en parlais tout à l'heure. Pour que les auditeurs comprennent bien ce qui peut se passer dans l'intimité des acteurs et des actrices qui sont soumis à des rythmes effrénés comme ça. Qu'est-ce que ton corps t'a dit concrètement ? Qu'est-ce qui se passe quand on n'en peut plus, quoi ?
Je pense que c'est un burn-out intérieur, mais bon, moi je l'ai pas vécu comme ça, je l'ai vécu comme je fais toujours confiance à des signes, donc ça a été, je sais pas, c'est comme une boule de feu à l'intérieur, et c'est comme si d'un coup on étouffait, comme si on voulait à la fois tout casser sans violence, hein, mais comme si il se passait une explosion dans notre corps, enfin dans le mien en tout cas, c'est ce qui se passe, parce que c'est ça, c'est viscéral et c'est essentiel. Et j'ai eu même un rendez-vous avec le chef des auteurs, chose qu'ils ne font jamais. Ils ont essayé de me convaincre de rester. En fait, j'étais déterminée. Et il n'y avait rien qui pouvait m'expliquer quel était mon chemin. Et mon chemin, je l'ai toujours choisi, suivi, j'ai fait confiance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais raison quand tu disais je suis un électron libre. Je suis un électron libre, oui, mais j'ai des guides, je suis pas seule. En vrai, j'ai des ressentis, et ces ressentis sont mes amis. Alors, c'est presque paradoxal, je dirais, parce que tu as tendance à dire que tu n'as pas la confiance suprême en toi, en ton travail, etc. Et pourtant, je te sens... mon travail, si. Ok, alors seulement en toi. Ça me rassure d'un côté. Ah ouais. Mais pourtant, tu as l'air très instinctive. Oui. Donc, tu sens les choses et tu te fais confiance sur les signes. Comment tu expliques ce petit paradoxe ? Tu as l'air très en phase avec toi-même et malgré tout, il y a une petite faille. Ce sont, je pense, les déconstructions pendant la construction. Après, on se soigne. Il y a plein de choses, de méthodes aujourd'hui que l'on peut essayer pour essayer de prendre la confiance. Après, c'est ce qui fait aussi ma fragilité. C'est aussi peut-être mon hypersensibilité. J'ai un cœur pur, je pense. Et je pense que quand on reste près de ça, forcément, on a moins de facilité à s'envoler. Mais je pense que c'est aussi peut-être mon éducation ou l'hôtellerie. Tout ça abîme et on n'est pas élevé comme une princesse en fait. On nous dit pas c'est bien ce que tu fais, waouh c'est beau, oh, tu chantes bien, oh là là c'est magnifique ce que tu fais. Tiens je te dépose à l'école mon enfant. Non, moi ouais. C'était puis l'hôtellerie, voilà, j'étais très jeune, j'avais 15 ans. Il y a des stages qui sont d'une violence rare. On est seul. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de téléphone. On est coupé de ses parents. On est quand même des enfants, mais on est des ados, mais c'est quand même jeune. Et c'est comme si on se prenait des coups, des flèches sans armure. On est encore trop petit. Donc oui, il y a des choses qui ont été, c'est pour ça, déconstruites dans la construction. Mais ça va mieux, ça va mieux. Oui, on garde des stigmates, mais tu y travailles, on va dire. Toujours, oui. Toujours. On parlait de ton corps que tu as écouté. Tu dis pourtant souvent que tu l'apprécies pas dans son enveloppe, ton corps, que tu as tu as développé une sorte de dysmorphophobie. Où t'en es aujourd'hui par rapport à ton rapport au corps, toi qui t'es trouvée trop grosse, trop disgracieuse, etc. Est-ce que tu avances sur ce chemin-là du complexe, en fait ? Ça aussi, là, entre des fois ça va et des fois j'ai des relents. Oui, je me trouve toujours jamais comme il faut. Ça, c'est pareil, je pense que c'est inscrit en moi. Il y a des moments où ça va, mais c'est très très court. Voilà. Parfois, il y a des gens aussi qui nous font donner confiance. Après, on se dit, en fait, personne n'est parfait. Pourquoi tu crois que toi, tu dois l'être ? En fait, c'est normal. Mais ouais, c'est pas... Puis après, on vieillit en plus, donc c'est bête de pas s'être rendu compte avant qu'on était bien, parce qu'en vieillissant, ça s'arrange pas. Mais non, c'est pas encore. Je sais pas si un jour je vais dire waouh, je suis formidable. Non, je pense pas. Est-ce que ça peut passer par le regard de l'autre ? Est-ce que ça passe mieux, on va dire ? Oui, mais c'est momentané, ça. C'est instantané presque. C'est le compliment qui fait plaisir, mais bon. Compliment qui va faire plaisir, mais ouais, par exemple dans section de recherche, j'avais une scène en maillot de bain. Oui. Personne ne m'a fait un compliment. Mais personne m'a dit « Ah, t'es jolie, oh, ça te va bien, machin. » Personne. Alors que la comédienne qui était à côté de moi a eu des compliments. Moi, j'étais à côté, très mal à l'aise, pleine de complexes. Et après, je me suis dit, après coup, parce que après, la nana du costume m'a dit « Ah, ça t'allait super bien et tout. » Alors, je me suis dit, est-ce que les gens pensent que je suis tellement... pense que je suis très bien, que j'ai confiance en moi, qu'on n'a même pas besoin de me faire de compliments, que je suis même pas dans cette sphère-là, que moi je suis hop, et que c'est les autres qu'on a besoin de rassurer, ou les petits chouchous qu'on a besoin de ah, t'es jolie, machin. Oui. Est-ce que moi, on me considère tellement ailleurs qu'on se dit, Fabienne Carrard, en fait, elle a pas besoin d'être rassurée, tout va bien. Je me dis, c'est peut-être ça.
J'en sais rien. Et parce qu'après, je dis, mais ça allait et tout. Mais ouais, super. Et sur le moment, tu te dis, il y a un problème. Ouais, je me dis, mais en fait, je suis tellement grosse et moche qu'en fait, les gens n'osent pas me dire, quoi. Et quand tu t'es vue, si tu t'es vue j'ai vu un petit peu. Je crois que ça va, mais j'ai pas tout vu. J'ai vu un tout petit peu. Je crois que ça va, mais je sais pas. Je sais pas. Bon, pour ce que ça vaut, ça va très bien. C'est gentil. Je ne sais pas trop quelles sont tes positions sur la chirurgie. Je sais que c'est pas forcément une question que tu adores. Je la tente quand même. Comment tu te sens ? Je sais que tu n'as pas toujours été en phase avec ça. Tu t'es pas opposée, mais presque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux comprendre qu'on cède à la chirurgie esthétique ? Est-ce que toi, tu as eu recours ? Est-ce que tu serais prête à le faire si vraiment tu voyais que tu n'acceptais pas les traces de l'âge sur le visage d'une femme ? Qu'en penses-tu aujourd'hui, ta position là-dessus ? Moi, je trouve que c'est bien les femmes qui prennent soin d'elles, parce qu'on est dans une société qui est quand même compliquée. En fait, il faut qu'on vieillisse sans se faire de couleur. Enfin bon, j'ai la chance, de merci, j'ai pas encore de cheveux blancs, mais sans colorer ses cheveux, en étant naturelle, en s'acceptant, en acceptant ses rides, et à la fois, quand les femmes vieillissent, voilà, il y a moins on les engage moins, ou il y a moins de... Je sais pas. En tout cas, les femmes ont une espèce de mouvement de liberté pour assumer le temps qui passe. Moi, je vois qu'il passe sur moi, attention, mais si tu me parles d'un lifting ou de quelque chose, je pense que c'est encore trop tôt, mais je respecte totalement les femmes qui le font et qui prennent soin d'elles. Je pense que je ferai partie des femmes qui essayent de prendre soin d'elles. Alors, le lifting, je sais pas si j'y arriverai, parce que je crois maintenant qu'il y a d'autres choses moins dures. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je suis plus pour prôner de prendre soin de soi, oui. Mm-hmm. Alors, prendre soin de soi, ça passe aussi par ce qu'on se dit dans la tête tous les jours, oui. les mantras, les phrases sur le frigo et compagnie. Tu as participé en début d'année à Bienvenue au monastère sur C8. Je crois comprendre que cette expérience t'a marqué d'une certaine manière. J'aimerais te faire écouter un petit extrait qui, moi, m'a beaucoup chamboulée. J'aimerais que tu y réagisses. La question qui m'a beaucoup marquée, c'était quelle est la personne qui vous aime le plus ? J'ai pas su quoi répondre. Franchement, ça m'a fait pleurer, cette question. Je savais pas quoi répondre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais quoi répondre à cette question ? Je sais ce qu'il faut répondre. Oui. La réponse, c'est soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Et j'essaye de le dire et de le répondre le maximum que je peux, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'accepte... Alors, il y a une autre phrase qui est peut-être plus facile pour s'aider, c'est « je suis parfaite comme je suis » ou « je suis parfait comme je suis ». On est comme on est. Et en s'acceptant et en disant « je suis parfaite comme je suis », avec mes travers, avec mes doutes, avec tout ce que je suis comme je suis, Dieu m'a créé comme ça, je suis comme je suis. Après, je dis pas qu'il faut pas se remettre en question, pas faire des efforts, Bien etc. sûr. Mais en tout cas, on est parfait comme l'on est, et c'est beaucoup plus facile de se dire que je m'aime. Après, voilà, je m'accepte, je me comprends. Alors, peu de personnes me comprennent vraiment, totalement. Mais en tout cas, je me comprends, je m'accepte et je me respecte. Et oui, on peut dire que je m'aime, parce que même si parfois j'ai une forme qui est un peu sèche ou un peu... je sais que c'est mon hypersensibilité qui fait que des fois ça sort un peu sec. Je sais que mon cerveau va vite. En fait, c'est de la générosité qui se traduit parfois en maladresse. Mais au fond, je veux tellement essayer de tout bien faire, que tout le monde soit bien, etc., que oui, il y a parfois des maladresses, mais en tout cas, moi, je me comprends et c'est l'essentiel. C'est quelque chose qu'on te reproche, ça, justement Oui, des fois, on me dit « Ah, mais tu parles sec !» En fait, non, c'est juste que dans ma tête, il y a ça, et que je veux que tout soit bien et que tout le monde soit bien. Et on me le reproche moins, mais on me l'a eu beaucoup reproché. Alors, pas dans mon métier, mais plutôt perso. Et ensuite, oui, s'aimer, c'est la base, parce que si on s'aime, on va être aimable. Enfin, on va pouvoir nous aimer. Les gens cherchent tout le temps à être aimés sans s'aimer. Ouais. Et c'est impossible. Ou alors, on va tomber sur les mauvaises personnes. La clé la plus rapide pour être heureux, c'est de s'aimer. Justement, tu te dis, j'ai pas réussi à répondre à cette question. Au-delà de dire, je suis aimée par moi-même, ça aurait pu être d'autres personnes. Tu dis, mais non. Alors,
Ah oui, pardon, j'ai compris. Dans le sens où, voilà, je pense à quelqu'un qui m'aime, et vous, instinctivement, il n'y a pas de nom qui vient. Vous dites, ma fille, elle est trop petite, bien sûr qu'elle m'aime, mais c'est par nécessité. Est-ce que toi, tu considères que finalement, avec du recul, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que j'ai déjà vraiment été aimée pour qui je suis ? J'ai été aimée, mais mal. On peut être aimé, mais de la mauvaise façon. Bien sûr que mes parents m'aiment, mais... Enfin, je sens... Oui, ils m'aiment, mais comme des parents. Des hommes ont aimé, mais je m'en suis pas rendu compte. Pourtant, tu as été mariée. Oui, mais c'est pas une relation. Mais il y a ressort. pas. J'ai eu d'autres histoires. Ça m'est arrivé un homme qui m'a dit des années plus tard, je t'aimais tellement. Ah bon ? Je m'en suis pas rendu compte. Tu sais pas aimer en fait, ou tu n'as pas su m'aimer moi. Je n'ai pas vu, je n'ai pas senti. J'ai rencontré quelqu'un qui m'aime vraiment depuis la retraite. Après, est-ce qu'on s'aime bien, est-ce qu'on s'aime mal ? En tout cas, oui, je pense que j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime vraiment. Ça ressemble à l'amour que toi tu attends, en tout cas. Oui, après, est-ce qu'on sait s'aimer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de l'amour, vraiment. Et ma fille, en grandissant, je vois qu'elle m'aime vraiment aussi. Et oui, plus elle grandit, plus elle le dit. Après, elle m'a choisi. Elle m'a choisi quand... Enfin, si on pense à ça, on dit que les âmes choisissent où elles vont. Oui. Elle m'a choisi. Il paraît que j'étais plusieurs fois sa maman avant, donc c'est un lien qui est... On est très complices, on est fusionnels. On en parlera de ta fille plus tard. J'ai juste une petite question pour en finir sur le volet de la carrière. Quand tu as quitté Plus belle la vie, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est un peu un saut dans l'inconnu, même si tu avais d'autres choses, dont section de recherche, qui étaient déjà dans le circuit. Est-ce que tu as eu peur de cette fameuse traversée du désert, qu'on ne te propose rien, qu'on ne te rappelle pas ? Est-ce que ça faisait partie de tes craintes à ce moment-là ? Non, parce que moi, je ne vis pas avec des peurs. C'est pas quelque chose qui fait partie de ma philosophie de vie. Les peurs n'existent pas, en fait. C'est que l'imagination de l'avenir par rapport à des traumatismes du passé, mais c'est pas la réalité. Le passé, il a existé, mais il n'existe plus. Le futur, il peut permettre de rêver on l'imagine beau. Il n'y a que le présent, en vrai. Donc non, j'avais pas de peur parce que j'étais sûre de moi et parce qu'encore une fois, je faisais confiance à mon destin. Et c'est surtout que j'avais tellement travaillé que je pouvais partir sereinement, en fait. J'avais tout le travail que j'ai fait, si on l'étale sur une vie, je pense qu'il y a des gens qui travaillent pas autant sur une vie. Donc, je me suis dit, voilà, ce travail condensé, si je l'étale un petit peu, je peux partir sans culpabiliser. Au-delà de la télé, tu as parlé parfois aussi de cinéma. Je sais que ça représente un peu le Graal pour toi d'avoir un jour un rôle au cinéma. J'aimerais te faire agir sur un extrait un peu polémique, je préviens. Ah bon ? Ah mais moi j'aurais fait du cinéma si j'avais couché. si je me droguais et si je couchais, je serais déjà au cinéma. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, donc t'as évoqué cette frustration d'avoir finalement gardé ta ligne de conduite. Ah non, je regrette pas. Est-ce que ça, c'est ma question évidemment, c'est la réponse. Non, je regrette pas, mais c'est vrai que j'ai eu des opportunités et bien sûr il y avait des contreparties et que j'ai refusé, mais je regrette pas. Je suis pas. Aujourd'hui, je suis pas dans le MeToo, je suis pas dans tout ça, parce que du coup, moi, j'ai réussi à m'épargner, j'ai réussi à échapper. J'ai encore une fois mon instinct qui a été très fort et qui m'a toujours fait partir avant que les situations dégénèrent. Donc, je n'ai été fondue dans aucun événement et aucun fait divers de la sorte, parce que je suis partie avant grâce à mon instinct et grâce à mon sixième sens qui m'a permis de trouver des astuces pour partir. Donc du coup, des films se sont faits après. Donc c'était parce qu'il y a des choses qui sont des fausses opportunités. Il y a des films qui se sont faits, donc c'est que c'était vrai. Donc c'est que vraiment, si tu avais accepté de vendre ton corps en quelque sorte, tu aurais eu ce rôle. Exactement. Là, c'est marrant parce que j'ai fait plusieurs fois le rêve que je rencontrais Philippe Lachaud, que je connais un tout petit peu, et je lui disais dans mon rêve, et j'ai refait le même rêve. Et je lui disais, tu sais Philippe, j'ai pas le temps de démarcher, j'ai pas le temps de courir après les choses, j'ai plus le temps. La seule chance que j'ai de faire du cinéma, c'est toi. Donc si tu as un rôle un jour pour une brune ou on s'en fout, parce qu'on peut se teindre en blonde, mais ouais. Mais en tout cas, je dis, si tu as un rôle pour moi un jour, tu es ma seule chance de faire du cinéma.
Et j'ai refait ce rêve où je revoyais Philippe Lachaud et où je lui redisais, Philippe, j'ai pas le temps de démarcher, j'ai pas le temps de courir partout, j'ai pas le temps de me battre, j'ai plus le temps. Tu es ma seule chance de faire du cinéma. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais c'est son numéro en plus de téléphone. Hein. J'ai une copine qui m'a dit, mais c'est un signe, fais-le, appelle-le. Et là, on revient au manque de confiance. Ouais. J'ose pas du tout. J'ose pas du tout avoir cet opportunisme. Par exemple, j'ai croisé Julien Arruti plusieurs fois. Ma fille va être dans la même école que ses enfants. Enfin, lui, c'est élémentaire, moi, c'est maternelle. Mais en gros, du coup, quand j'emmène ma nièce, parce que ma fille, ça sera à la rentrée, quand là, il y avait la kermesse, il était à quelques mètres de moi. J'aurais pu lui dire, parce qu'en plus, je lui ai déjà fait la bise, j'ai déjà croisé. J'aurais pu aller le voir et lui dire, Julien, est-ce qu'on peut voir Philippe ? Mais non, j'ose pas. C'est inconcevable pour toi d'aller le voir et de lui dire je vais un café. Je vais me sentir ah ben tu vois, j'aurais même pas pensé. C'est comme ça que ça se fait. J'y aurais même pas pensé. Je me sens ridicule en fait. Donc j'y vais pas. Pourtant t'es plus que crédible, enfin je veux dire t'es identifié, ton visage est connu de tous, il y a aucune raison si ce n'est des croyances limitantes que tu as en toi. Exactement. Bon. Alors c'était un exemple par exemple qui illustre totalement Bon, en tout cas, tu n'as pas eu peur qu'on ne te propose rien. En tout cas, je te remercie parce que tu vois, même mon cerveau, il n'aurait pas pensé à lui proposer les bornes à café. Ah bah c'est ça, hein. C'est comme ça qu'on fait. Mais j'y ai pas pensé. Donc si je le recroise un jour, je penserai à toi et j'essaierai d'oser. Bah écoute, j'espère que ça marchera, j'espère qu'il nous écoutera aussi. Bon, alors du coup, cinéma, on croise les doigts. Télé, tu fais de la fiction. Est-ce que de la présentation, ça pourrait aussi te plaire ? Je sais que Laetitia Milo, qui était aussi dans Plus belle la vie, va animer Le meilleur pâtissier à la rentrée. Qu'est-ce que t'en penses ? Cyril Hanouna m'a déjà proposé d'animer une émission. J'avais décliné mais c'est quelque chose qui me plairait et je sais que c'est quelque chose dans lequel un domaine dans lequel je serais très à l'aise et qui me plairait en plus. Mais peut-être plus tard. D'accord. Voilà. En tout cas là, je trouve que c'est un petit peu tôt pour moi. Voilà, mais parce que j'ai encore envie de faire pas mal de choses en tant que tournage. Après, ça veut pas dire que voilà, mais je ferme pas la porte, mais voilà. Plus tard. Voilà. On va parler de ta fille, Fabienne. Je sais qu'elle est omniprésente, on va dire, dans ton quotidien, et c'est bien normal. Tu as toujours assumé, à partir du moment où tu as décidé d'en parler en tout cas, que le géniteur n'avait pas reconnu ta fille à la naissance. Est-ce que c'est toujours le cas ? Toujours le cas. Ok. Tu as aussi dit que tu as envoyé des photos de Céleste les 4 premiers mois de sa vie et tu as arrêté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as rompu ce rituel, on va dire ? Parce qu'après, ça m'a un petit peu... Enfin, pas blessé qu'ils répondent pas, mais bon, je me suis dit, ça sert à rien. Là, je lui en ai re-envoyé une pour ses 2 ans et demi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une réponse de sa part ? Une réaction ? Non, bien sûr que non. Je sens que ça te touche. Oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça me touche parce que c'est pour elle. J'essaye de tout faire pour qu'elle s'en rende pas compte. Là, à la fête des pères, j'ai pris mon baluchon, Céleste, et on est parti en train pour voir mon père. Parce que je voulais pas qu'elle fasse la fête des pères toute seule et que... Alors, bien sûr que son oncle est très présent, mais je voulais pas qu'il y ait Victoire, ma nièce, son père, et puis elle... Voilà, alors ça va être l'année prochaine que ça sera pire, mais cette année, bon, c'est passé comme ça. Mais j'essaierai d'aller voir mon père autant que Dieu m'offre cette possibilité au maximum, voilà, pour ne pas vivre la fête des pères. Enfin, la vivre avec son papy. Tu as des échéances comme ça que tu essaies d'éviter, comment, enfin... Le 6 décembre, son anniversaire. Ouais. C'est toujours très, très dur. Je fais une crise à chaque anniversaire, je suis... au bout du rouleau. Là, cette année, pas cette année, l'année d'avant, j'ai pété un plomb. Cette année, c'était à 2 doigts. En plus, on l'a fêté le 10 décembre. Donc, coûte que coûte, en plus, cette année, je serai en tournage, donc c'est compliqué, je serai toute seule avec elle. Mais enfin, je sais pas. En tout cas, je vais essayer chaque année de faire une grosse fête, jour de son anniversaire, quel que soit le jour, tant pis. Mais ouais, c'est des dates compliquées pour moi.
Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de se confronter à l'absence ou de se dire que c'est toujours pas cette date qu'on fêtera tous ensemble? Est-ce que c'est son regard, l'inquiétude de se dire est-ce qu'un jour elle va me poser la fameuse question? Après, je lui dis, je lui montre, je lui explique que dans la vie, il y a pour fabriquer un enfant, il y a un homme, une femme, et que parfois c'est la même personne qui fait l'enfant et la même personne qui aime, et parfois il y en a deux personnes, et voilà, j'essaye au maximum de lui expliquer pour qu'il n'y ait jamais de choc et jamais d'un coup une annonce. Je lui dis, je lui montre qui il est tout le temps, enfin pas tout le temps mais de temps en temps, et puis je la ramène à la vraie vie, quoi. Je lui donne tout l'amour que je peux, je compense beaucoup de choses. Après, je suis peut-être trop mère poule, mais en tout cas j'essaye vraiment de la protéger au maximum. Et ouais, c'est bizarre, ouais. Est-ce que tu n'as toujours pas de contact avec cette personne? Je sais qu'il y a quelques mois, dans une interview, tu disais que vous ne vous parliez pas. On a des contacts, mais très, 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 très rares. Parce que parce que c'est froid, ou parce que ça s'agit de Céleste? Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait partie de ta vie? Jamais au sujet de Céleste. Pas de contact. Non, mais après, je respecte. Il est pas prêt, hein. J'ai que à respecter, hein. Est-ce que tu peux comprendre que pour tes fans et pour les autres, le fait que tu parles de lui en disant qu'il est trop connu pour être connu, ça laisse... J'ai dit quoi? Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu as dit, il est trop connu pour être connu, c'est pour ça que je ne veux pas dire qui c'est. Ah ouais, j'ai dit ça, d'accord. Est-ce que tu penses que ça aurait des répercussions dans sa vie à lui si tu parlais? Est-ce que c'est pas pour lui que tu le fais pas, du coup? Oui, bien sûr, ouais. Bon, pour l'instant, c'est comme ça, je sais pas vraiment. J'aimerais qu'on parle de ton rôle de maman. Quelle relation tu as avec ta fille aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fusionnels, complices, meilleurs amis? Est-ce que tu arrives à mettre des règles, toi qui as grandi dans un cadre assez rigoureux? Comment tu te décrirais aujourd'hui? Je mets pas assez de règles. Et pourtant, c'est une petite fille qui est hyper active, qui a beaucoup de caractère, qui est un peu capricieuse, mais ça se voit pas trop, comme je cède pas mal. J'essaye quand même d'avoir des règles, des rigueurs. Voilà, il y a plein de choses, évidemment, sur lesquelles je ne cède pas. Mais je considère trop que... Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'avais 2 ans et demi, je me rappelle avoir des avis, avoir des choses qui m'agacent énormément. À 2 ans et demi? Oui, à 2 ans et demi. Je me rappelle ma mère qui m'avait acheté des chaussures. Je les détestais. Dès le magasin, je les aimais pas, mais forçait à les mettre. Et je me rappelle mon grand-père à l'époque qui était rentré dans une pièce et j'entends encore sa voix qui dit « Tu vas arrêter de la faire pleurer, cette petite ?» avec l'accent du sud-ouest. Et je me dis « Waouh, un homme qui me défend, c'est incroyable. » Et elle avait arrêté. Elle avait donné les chaussures à mon cousin. C'était des chaussures rouges, voilà, qui étaient... bref. Et là, par exemple, ce matin, j'ai dit à Céleste, je demande une robe, et non, aime pas. Ok, je t'ai proposé d'autres choses, et elle a choisi, et puis elle est toute contente, elle est toute coquette. Voilà, donc c'est vrai que bon, je la laisse choisir des choses. Quand elle me dit j'ai envie de manger ça, je lui donne. Voilà, bon, des choses comme ça où je suis pas très. Là, ce matin, elle avait envie de manger du poulet. Je lui ai donné du poulet. Voilà. De bon matin à la place du bibi. À la place des miel pops. Et voilà, elle a mangé du poulet. Elle était contente. Elle a du caractère. Oui, mais bon, après, je me dis, nous aussi, ça nous arrive des fois d'avoir envie des choses bizarres. Personne nous dit rien. Et elle a peut-être envie des choses bizarres. Après, il faut que je lui donne une structure. Voilà, j'essaye quand même de donner une structure. Voilà, des choses toutes bêtes, comme laver les dents tous les soirs, ça c'est obligatoire. Et voilà, tout ça, évidemment. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis allée voir une psy. Elle m'a dit tout va bien. Céleste est très bien. Elle est très polie. Elle est très gentille, elle dit pardon, elle dit merci, elle dit bonjour, elle dit au revoir. Voilà, c'est déjà des choses pas mal. Et puis voilà, on va apprendre les choses petit à petit. On va s'en sortir. Est-ce que tu te mets une pression particulière sur l'éducation de Céleste? Non. Non, parce que je sais que tout peut s'arranger, s'améliorer, se corriger tout le temps, à chaque âge. Donc, non, je mets pas de pression. Je mets plus de pression pour qu'elle soit heureuse que pour qu'elle soit comme... Enfin, voilà. Non, mais après, voilà, bien sûr que je veux qu'elle se soit Là, on a fait l'anniversaire de ma nièce. Je veux dire... Oui. Les enfants... Enfin, voilà, je n'ai rien à envier à l'éducation paravolo. Hein, je veux dire, on met pas de garçons, on reçoit que des filles... on a des petits démons à la maison, hein, et qui sont bien plus grandes. Donc,
Ça, par contre, je veux pas. Je veux pas que si elle soit invitée chez des gens, elle fasse n'importe quoi. Bon, elle est encore petite, donc ça va, mais il y a des choses sur lesquelles je suis je suis dure et heureusement. T'as souvent dit aussi, bon là, elle a 2 ans et demi, mais les premiers mois, premières années ont été durs pour toi parce que tu étais seule. Est-ce que tu as trouvé ton rythme Après, je suis seule, mais j'ai quand même ma sœur. C'est vrai. Voilà. Mais voilà, seule dans le ressenti ou seule des fois. Mais oui, j'ai trouvé un rythme. Après, je fais comme je peux, mais j'essaye le soir, j'essaye d'accélérer, de préparer les choses en avance pour pas traîner, pour la coucher plus tôt. Il y a l'école aussi à la rentrée, donc j'essaye de m'organiser un peu plus en amont. Voilà. Donc oui, mon rythme. Après, je pense que tout parent fait comme il peut tout le temps. Hein. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de parent parfait. Non. Et quoi qu'on fasse, ça sera pas bien. Ça sera pas bien. Voilà. Ça sera critiqué quoi qu'il arrive. Fabienne, est-ce que tu serais d'accord de nous confier qui est ce charmant Léo que tu as affiché sur les réseaux sociaux en disant que ça faisait maintenant 1 an que tu avais rencontré quelqu'un qui avait changé ta vie? Est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle d'une relation amoureuse qui a débarqué comme ça, qui a frappé à ta porte? Est-ce que tu es prête à en parler aujourd'hui? Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est une belle rencontre, une rencontre d'âme, et que quoi qu'on vive, quelle que soit notre relation, on s'aime. Voilà, qu'on soit ensemble, pas ensemble. En tout cas, on s'aime, mais c'est une rencontre d'âme, vraiment. Après, on a, même si on s'en fiche, on a une différence d'âge qui nous ramène à des réalités. Donc c'est quelque chose qui te freine? C'est pas moi que ça freine, c'est toute la société qui vous rend, voilà. Mais en tout cas, nos âmes s'aiment. Ouais, ça c'est chouette. Qu'est-ce que tu appelles rencontre d'âme? Qu'on s'aime à la première seconde. Une rencontre du destin, comme ça? Ouais, une rencontre incongrue, un endroit où on ne devait pas forcément être, et où on va au même moment, au même endroit, et il y a une espèce de connexion instantanée qui se fait. Mais en tout cas, nos âmes s'aiment. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. J'aimerais qu'on finisse sur tes projets, Fabienne Cara. Où est-ce qu'on va te retrouver? Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin de cette année 2024 et peut-être plus loin? Donc, section de recherche qui revient. Ton spectacle, est-ce que tu as prévu d'en refaire un, d'en réécrire un? Où est-ce qu'on te voit dans les prochains mois? Alors, celui-là, j'ai terminé de l'écrire en août 2023. Je l'ai joué 3 fois et je vais le rejouer donc 2 fois, une fois à La Rochelle et une fois au Mans. Tu as clôturé le Festival de l'humour à Marseille récemment. Oui, à Marseille, exactement. Ouais. Alors, j'ai pas du tout prévu d'en réécrire un pour l'instant, parce que celui-là, j'ai mis quand même, ça a été quand même laborieux, hein, si on peut dire, enfin, dans le sens beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et puis, c'est toujours des grosses périodes de ma vie, donc ce spectacle englobe toujours cette période-là de ma vie. Je pense que quand je passerai encore à autre chose et que j'ai d'autres choses à raconter, là, oui, peut-être je réécrirai autre chose. En tout cas, là, je suis toujours quasiment dedans, même s'il y a des choses bien passées, mais voilà, on est sur. C'était les 5 dernières années de ta vie, je crois. Exactement. Que tu résumais ça comme ça. Merci beaucoup, Fabienne Cara, pour toutes ces confidences. On te retrouve donc bientôt dans Section de recherche. Qui sait, peut-être un jour prochain sur scène, sur les planches. Et puis ensuite en actualité de près. Merci à toi, Fabienne Cara. Merci, Cécile. Si tu as aimé cet épisode du podcast Les Déclics, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. Salut!